Voici venu l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de votre journal, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée se sont rencontrés jeudi à Ouagadougou, une rencontre tripartite inédite, tout en appelant à la levée des sanctions de la CEDEAO contre les pays respectifs. Les diplomates africains veulent faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire. Et puis, États-Unis affaire ballon espion chinois abattu par l'armée américaine. La question était au centre d'un débat au Congrès américain. Les législateurs américains ont échangé sur la gestion de l'administration Biden de cette crise de ce ballon espion qui a traversé le pays. Vous verrez dans votre journal les dernières réactions des Américains sur cet incident. Et puis, des secouristes venus du monde entier continuent de chercher des survivants des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Le temps presse, les fouilles dans les décombres urgent et les victimes se comptent à plus de 23 000 morts. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso se sont rencontrés jeudi à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Une rencontre tripartite inédite, tout en appelant à la levée des sanctions de la CEDEAO contre leurs pays respectifs. Ces diplomates africains veulent faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire. Une rencontre qui intervient après la visite au Mali du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a promis son aide à la région sahélo-saharienne et même aux pays riverains du Golfe de Guinée. Nous sommes ici pour partager nos expériences, discuter un peu de nos différentes transitions et prendre le point de départ d'une consultation mutuelle et périodique au bénéfice de nos peuples. Et aussi, ensemble, faire une déclaration vers les organisations régionales et sous-régionales pour qu'on puisse entendre encore plus, de façon plus audible, les réclamations, les quêtes de nos peuples à travers nos gouvernements et nos leaders. Le Burkina Faso qui est confronté aux mêmes défis que nos pays est exprimé au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, la solidarité pleine et entière du Mali avec le Burkina Faso, avec le peuple burkinabé qui traverse ces moments difficiles et pouvoir leur donner l'assurance que nous sommes dans le même bateau et que nous allons pouvoir continuer ensemble. Nous sommes ici dans le cadre de consultations avec nos collègues du Burkina Faso, mais aussi de la Guinée, sur des sujets d'intérêt commun. Au Burkina Faso, depuis 2015, les violences djihadistes ont fait 2 millions de déplacés et des milliers de morts. Des violences qui n'ont cessé de se multiplier ces derniers mois, notamment dans l'est du pays qui partage les frontières avec le Bénin et le Togo. Dans le nord du Ghana, les populations de la localité de Baokou craignent des débordements djihadistes. Regardez. À Baokou, au Ghana, Halima scrute l'horizon. À moins de 2 km de l'autre côté de la frontière se trouve son village, Burkina Faso. Elle ne peut plus rentrer chez elle. L'année dernière, des djihadistes ont débarqué, semant la terreur. Avec ses fils, elle s'est cachée, avec les femmes et les enfants, pendant les coups de feu nocturnes. 2 hommes ont été tués. Au lendemain, tout le monde a dû s'enfuir. C'est mon pays, mais maintenant, là, nous, on a peur du Burkina. Burkina n'est plus le bois. Non. Burkina. Ah, on tue les gens comme des poulets maintenant. Burkina n'est plus le bois. Avant, il y a habité 5 personnes. Ils sont venus les tuer. Rien. C'est à cause de ça que nous, on a eu peur à Burkina pour revenir au Ghana. Comme beaucoup d'autres réfugiés, Halima craint désormais que les djihadistes traversent la frontière pour s'attaquer au Ghana. Bien sûr que nous avons eu peur. Tu vas te coucher et tu ne vas pas fermer l'œil parce que lorsque tu penses à ce qui s'est passé, tu as peur et l'angoisse monte. Tu as peur. La peur mène à l'anxiété.
L'arrivée de réfugiés burkinabés a confirmé ce qu'Accra savait déjà. Le Ghana et ses voisins du golfe de Guinée sont en passe de devenir une nouvelle ligne de front du conflit djihadiste au Sahel. Jusque-là épargné, le Ghana craint un débordement djihadiste venu du Sahel. Oui, c'est une menace réelle parce que les gens voient des gens fuir le Burkina Faso vers le Ghana et bien sûr, on leur dit pourquoi ils ont fui et donc les gens se demandent est-ce que cela va aussi arriver au Ghana? C'est ça qui préoccupe vraiment les gens. Les inquiétudes du Ghana sont justifiées puisque les voisins, ivoiriens d'abord, et puis togolais et béninois, font face au débordement des violences de groupes armés se dirigeant désormais vers le sud. Cotonou dit avoir enregistré plus de 20 incursions armées depuis 2021. Pour l'heure, le Ghana a choisi de renforcer la présence militaire et de sensibiliser les communautés pour apaiser les tensions et soutenir les populations locales. Au Togo, la publication il y a quelques jours d'un rapport d'audit sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité dédié à la crise de la Covid-19 fait débat. Le document produit par la Cour des comptes et commandité par le gouvernement togolais révèle d'importantes irrégularités et anomalies de gestion. Le sujet fait réagir au sein de l'opinion publique et de la société civile togolaise. Publié le 1er février, le document de 86 pages fait grand bruit sur les réseaux sociaux et dans la presse togolaise. D'importantes irrégularités ont été mentionnées dans la gestion des fonds mobilisés pour lutter contre le Covid-19 en 2020. D'après le rapport, sur 108 milliards de francs CFA, soit 165 millions d'euros dépensés en 2020, certains paiements ont porté sur des dépenses non prioritaires ou n'ayant pas de lien direct avec la riposte contre le Covid-19. Plusieurs ministères ont été indexés, dont celui du commerce. Des personnes non éligibles auraient reçu des transferts monétaires destinés à soutenir les plus pauvres. La société civile togolaise crie à un scandale. Cette pratique fait partie de ce que Global Financial Integrity appelle la surfacturation des opérations d'importation de biens. Donc nous allons analyser toutes ces déclarations de la Cour, nous baser uniquement de façon factuelle sur la déclaration de la Cour et bien formuler des exigences, démontrer clairement que nous sommes en présence de malversation financière, nous sommes en présence de détournement de fonds publics et que nous sommes en présence de dysfonctionnement, de procédures dans le cadre de passation de marché et de gestion de commandes de biens publics. Au sein de l'opinion publique, c'est aussi le remous. Ce qui est le rapport a un destin qui les interpelle. On va attendre quelque chose d'eux. Comment ils ont géré, qu'eux-mêmes viennent nous faire du compte. Le gouvernement, pour sa part, dit avoir pris acte du rapport d'audit de la Cour des comptes et se réjouit de ce que ce rapport considère que les dépenses relatives aux mesures barrières de riposte ou sanitaires sont conformes, régulières et sincères. Le fonds de riposte et de solidarité Covid-19 avait été créé par le gouvernement au lendemain de la découverte du premier cas de coronavirus en mars 2020. Il avait notamment reçu le soutien technique et financier de partenaires internationaux comme l'Union européenne, le FMI ou encore la Banque mondiale. Azaya Afwerki, le président érythréen, a rejeté jeudi les accusations de violation des droits de l'homme par son armée dans le Tigré. Le numéro 1 érythréen qualifie ces accusations de chimères et de désinformation. Il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse à Nairobi au Kenya lors d'une visite à son homologue William Ruto. Le président érythréen a rejeté jeudi les accusations de violation des droits de l'homme par son armée dans la région éthiopienne du Tigré. Isaias Afwerki estime qu'elle relève du fantasme et d'une entreprise de fabrication de la désinformation. Il répondait aux questions des journalistes à la fin de sa visite au Kenya. Je n'ai pas l'intention d'interférer dans cette affaire malgré la campagne de désinformation en cours qui tente de perturber le processus de paix en Éthiopie et de créer un conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie.
l'Éthiopie par ceux qui viennent promouvoir leurs agendas dans la région. Nous disons que cela suffit, que l'Éthiopie doit jouir de la paix, que le peuple éthiopien doit jouir de la paix. Addis Abeba a nié pendant des mois toute implication érythréenne au Tigré avant de l'admettre. Autre déclaration du président érythréen, la réintégration de son pays dans l'IGAD, un bloc régional qu'il a quitté il y a 16 ans. Une chose très importante ce matin, vous avez parlé de l'IGAD. Votre suggestion est que nous devons reconsidérer notre adhésion à l'IGAD. J'ai volontiers dit qu'il n'y avait aucun doute à ce sujet. Nous revenons à l'IGAD avec l'idée de revitaliser cette organisation régionale. La guerre au Tigré a pris fin en novembre dernier avec la signature d'un accord de paix en Afrique du Sud. Selon de nombreux témoignages, les troupes érythréennes ont été vues en train de quitter la région, bien que certaines puissent encore y être. Après l'Algérie et la Turquie, le Soudan envoie son soutien à la Turquie après le séisme qui a causé des milliers de morts et de nombreux dégâts dans le pays. Le Soudan a dépêché une équipe de 40 sauveteurs en Turquie pour soutenir les efforts de recherche des victimes encore introuvables. Le Soudan a envoyé une équipe de 40 sauveteurs en Turquie pour soutenir les efforts de recherche après le violent séisme qui a tué plus de 22 300 personnes dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Ces éléments des forces de défense ont quitté l'aéroport international de Khartoum ce vendredi et atterriront à Gaziantep avec à leur bord des couvertures, des tentes ainsi qu'un nombre important d'équipements de recherche. Avant le Soudan, l'Algérie avait déployé une équipe de secouristes quelques heures après le drame survenu en Turquie et en Syrie. Le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'au moins 45 pays ont proposé leur aide à la suite du séisme. Par ailleurs, la Banque mondiale a annoncé jeudi qu'elle apportera une aide de plus d'1 milliard de dollars à Ankara. Washington a par ailleurs proposé de lever quelques sanctions sur la Syrie afin de faciliter l'acheminement de l'aide auprès des populations touchées. Des secouristes venus du monde entier continuent de chercher des survivants des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Le temps presse, les fouilles dans les décombres urgent. Les victimes se comptent à plus de 23 000 morts en Turquie et en Syrie. Les images. Les recherches de survivants se poursuivent après les séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie. Le temps presse et des secouristes venus du monde entier inspectent les décombres sans relâche. Comme ici, à Kahramanmaraş, au nord de la ville turque de Gaziantep, où une équipe israélienne vient de trouver 3 rescapés. We pulled out a man named Hussein. He was 65 years old. And he told us that he heard voices. And we penetrated the additional room and we didn't find anyone. But we decided to return to this building again. Maybe he was right. So it was not so close, but we found 2 women. Sur ces images aériennes, l'étendue des dégâts est bien visible à Kahramanmaraş. Les séismes ont déjà fait plus de 23 000 morts en Turquie et en Syrie. Après avoir prononcé son discours sur l'état de l'Union, mardi, le président Joe Biden s'est rendu mercredi dans le Wisconsin, un autre champ de bataille politique où il a déclaré qu'il bloquerait toute tentative de réduire les prestations de sécurité sociale et d'assurance maladie. Joe Biden s'est également rendu en Floride où il a livré le même message. Le président américain Joe Biden a critiqué les républicains sur leur projet de s'en prendre à la sécurité sociale et l'assurance maladie. Il l'a fait lors de son discours sur l'état de l'Union mardi soir et de nouveau mercredi. Biden a déclaré aux syndicalistes réunis à Madison que les républicains semblaient choqués lors du discours sur l'état de l'Union quand il a évoqué les intentions de certains de leurs membres de réduire la sécurité sociale. Beaucoup d'entre vous ont vu que nous avons eu un débat animé hier soir avec mes amis républicains. Mes amis républicains, ils ont semblé choqués
lorsque j'ai évoqué les projets de certains de leurs membres et de leur caucus de couper la sécurité sociale. Biden a cité ce qu'il a dit être des déclarations de sénateurs républicains, notamment Mike Lee, sur leurs intentions de réduire les programmes Medicare et Medicaid, de les supprimer progressivement ou de les soumettre à l'approbation périodique du Congrès. Puis il a ajouté, je cite, « Medicare, Medicaid sont du même genre, ils doivent être retirés. Cela me semble assez clair. Et pour vous, mais il n'aimait certainement pas être pointé du doigt. Regardez, beaucoup de républicains, leur rêve est de couper la sécurité sociale, l'assurance maladie, mais je vais, avec mon droit de veto, en faire un cauchemar. » Ce jeudi, Biden se rend à Tampa, en Floride, un État comptant l'une des plus grandes populations de personnes âgées et siège non officiel du Parti républicain moderne, pour fustiger les législateurs républicains sur la question des programmes d'assurance vieillesse et de soins de santé. Nous restons aux États-Unis. Affaire ballon espion chinois abattu par l'armée américaine. La question était au centre d'un débat au Congrès américain. Les législateurs ont échangé sur la gestion de l'administration Biden de la crise de ce ballon espion qui a traversé le pays. Les dernières réactions des Américains sur cet incident. Maintenant. Pour Washington, ce ballon espion chinois a violé l'espace aérien et la souveraineté des États-Unis. Pékin, pour sa part, affirme qu'il s'agissait d'un dirigeable civil dédié aux recherches météorologiques et qui s'était égaré. L'armée américaine l'a abattu samedi dernier. C'est à la fois inacceptable et irresponsable. C'est un comportement inacceptable et irresponsable. Dans les rues de Washington, D.C., des Américains font part de leur point de vue sur cette polémique. C'est vraiment difficile de savoir qui a raison, parce que pour moi, c'est comme être une mère qui va dans une pièce et vous voyez vos deux enfants se disputer et vous ne savez pas qui dit la vérité. Vous ne savez pas qui ment, vous êtes la mère et vous ne pouvez pas être impartial, vous ne pouvez pas être injuste, donc vous leur dites « Ok, allez dans votre chambre parce que je n'ai absolument aucune idée de qui de vous deux a raison. » Certains, comme Fabricio Rodriguez, attendent plus d'informations. Je n'ai rien entendu qui puisse me convaincre d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, c'est étrange que même un ballon de recherche soit là. Donc, je pense que c'est très suspect, mais je ne veux pas tirer de conclusion hâtive. La Chine est d'avis qu'abattre le ballon était une action excessive. Mais James Kinney dit que l'ordre du président Joe Biden a été mesuré. À mon avis, ce n'était pas une réaction excessive, parce que Biden a attendu que le ballon s'éloigne. S'il devait simplement l'abattre immédiatement, cela aurait été une réaction excessive, je pense. S'il s'avère être un ballon espion, ce n'est pas grave, compte tenu de ce qu'il y a dans le ciel, d'après cette femme qui s'identifie comme Jennifer. Il y a des satellites partout que les Chinois ont installés pour découvrir tout ce qu'ils ont probablement jamais voulu savoir sur quoi que ce soit en Amérique. Christina, elle, croit que les États-Unis ont le droit de savoir à ce que le ballon transportait et son objectif. Si c'est sur le vol américain, si je trouve quelque chose dans mon jardin, oui, je vais voir ce que c'est. Si quelqu'un me dit non, c'est à moi, je me dis oui, mais c'est dans mon jardin. Pourquoi cela est-il dans mon jardin? C'est une caméra, es-tu en train d'espionner? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les enquêteurs américains vont examiner les débris du ballon pour en savoir davantage et les objectifs de Pékin. Union européenne réunie à Bruxelles le jeudi 9 février dernier. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 ont réfléchi sur la question de l'immigration clandestine. Les conclusions de la rencontre sont d'intensifier leurs actions pour lutter contre l'immigration clandestine. Renforcer les contrôles aux frontières pour empêcher l'arrivée de migrants. Les conclusions du dernier Conseil européen sont sans équivoque. Les 27 veulent intensifier leurs actions. Le texte final se concentre sur la dimension externe du phénomène migratoire. Il stipule une plus grande coopération avec les pays d'origine et de transit et une politique de retour commune, efficace. Mais surtout, la Commission européenne est appelée à financer des infrastructures et des moyens de surveillance aux frontières. Ceci pourrait-il inclure des murs, jusqu'ici une ligne rouge à ne pas franchir? Ursula von der Leyen reste floue.
you're first. Please. What is necessary, and this is clear, you need the cameras, you need the electronic surveillance, you need roads along the fence for patrols, for example, you need the equipped personnel, you need watchtowers, you need vehicles. So all these topics should be in an integrated package. Le résultat du sommet semble toutefois marquer un point pour les pays, Autriche en tête, qui insistent sur des mesures drastiques aux frontières terrestres. Le gouvernement italien crie aussi victoire après la reconnaissance des spécificités des frontières maritimes et une coopération qui pourrait ouvrir la voie à un code de conduite européen pour les ONG sauvant des vies en mer. L'immigrazione è un problema europeo e ha bisogno di una risposta europea. Questo, dal mio punto di vista, cambia moltissime cose nell'approccio europeo alla questione migratoria, ma ovviamente non è l'unico risultato che abbiamo portato a casa. Les dirigeants européens ont également insisté sur la nécessité de travailler avec les pays d'origine et de transit, notamment en prévoyant la possibilité de mesures restrictives en matière de visa pour ceux qui ne coopèrent pas au retour. Religion à présent, la ville d'Antakya, anciennement appelée Antioche, située dans le sud de la Turquie, est citée dans la Bible, notamment dans le livre des Actes, comme le lieu où les disciples de Jésus-Christ reçoivent pour la première fois le nom de chrétien, a été touché par le séisme qui endeuille la Turquie. Selon Evangelical Focus, une église évangélique et sa librairie chrétienne ont été détruites. Les autorités ecclésiastiques ont noué le dialogue déjà fructueux. Les évêques des différentes églises catholiques et les évêques orthodoxes ont créé un comité de soutien d'urgence qui s'occupera de la distribution des aides acheminées aux victimes des villes sinistrées. Et c'est ici que prend fin ce temps d'information. Nous avons pris, comme de tradition, beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir, Dieu vous bénisse.